La bourgeoisie en Europe occidentale au XIXe siècle. Qu'entend-on par bourgeoisie? Le terme est souvent galvaudé et le mot sera pris ici même dans un sens marxiste, je peux le dire dès le départ, c'est-à-dire la bourgeoisie est la classe sociale qui possède, qui est propriétaire des moyens de production. Car aujourd'hui, quand on parle de bourgeoisie, il s'agit d'un groupe informe, une sorte de marais, je dirais, qui comprend aussi bien des grands bourgeois, des financiers, des industriels, et d'autre part des membres de ce qu'il est habituellement convenu d'appeler la classe moyenne, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Il ne sera pas question ici donc de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire de ce groupe intermédiaire entre la bourgeoisie au sens strict, c'est-à-dire cette classe qui est propriétaire des grands moyens de production, et d'autre part, le prolétariat qui, aujourd'hui d'ailleurs, n'a plus du tout la place qu'il avait eue au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Cette petite bourgeoisie comprend des commerçants, des artisans, la plupart du temps, aujourd'hui, ce que l'on appelle petite bourgeoisie, des gens qui ne sont au fond pas des petits bourgeois du tout, qui sont des salariés, mais qui peuvent effectivement appartenir par la bande à la bourgeoisie dans la mesure où ils disposent, grâce à leurs économies, ils peuvent disposer de capitaux qu'ils placent dans des fonds de pension, par exemple, dans l'achat d'actions ou d'obligations, c'est-à-dire qu'ils prêtent à des entreprises pour une durée déterminée en vue d'avoir des intérêts. Et donc, ce qui les amène à avoir des comportements et être liés sur le plan idéologique à la bourgeoisie. Mais je vous ai dit, dès le départ, c'est à la grande bourgeoisie que je vais m'attacher ici, et plus particulièrement à la bourgeoisie industrielle du XIXe siècle. Ce qui va m'intéresser, c'est les moyens d'accès à cette bourgeoisie, comment elle fonctionne, tant dans ses relations publiques que dans sa vie privée, c'est-à-dire sur le plan familial. Je m'intéresserai aussi aux aspects idéologiques qui sont les moyens qui permettent de cimenter ce groupe qui, dès lors, forme une classe sociale puisqu'il possède une conscience des intérêts de ses membres qui, dès lors, ont intérêt donc à se regrouper face à la classe des dominés. Je ne m'attarderai pas ici, faute de temps, et puis je l'ai fait dans d'autres exposés, sur le contexte économique et technique dans lequel cette bourgeoisie se développe. C'est bien entendu la révolution industrielle qui prend son essor dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Angleterre, qui se développe dans la première moitié du XIXe siècle
et qui connaît son épanouissement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui va en particulier retenir mon attention. Première partie donc de mon exposé, les moyens qui sont au service d'une ambition, celle de la bourgeoisie dans le cadre de la définition stricte que j'ai donnée, c'est-à-dire de cette classe sociale qui est propriétaire des moyens de production et si possible des grands moyens de production, et cette ambition c'est l'enrichissement, c'est le profit. Je vais aborder ici successivement les moyens économiques, ensuite les moyens politiques et en dernier lieu les relations sociales qui permettent donc à cette classe de s'installer et de se maintenir à la position dominante qui est la sienne. Je commence donc par les moyens économiques. Quelle est la base économique, parce qu'il faut partir de là, bien entendu, de cette classe sociale? Il faut peut-être distinguer l'accumulation primitive du capital, telle que Marx l'appelle, constituée par l'héritage familial. L'héritage est constitué donc de l'accumulation de richesses qui progressivement vont permettre d'investir et de constituer des fortunes et donc, au-delà de cela, des entreprises, des usines. À côté de l'héritage, il y a également la formation, les études. Dans le courant du XIXe siècle, et plus particulièrement dans la deuxième moitié de ce XIXe siècle, les progrès techniques, pour pouvoir être toujours plus améliorés dans le cadre d'une concurrence, d'une compétition entre les entreprises, nécessitent des études. Alors des études poussées dans le cadre de ce que l'on va bientôt appeler plus tard les grandes écoles et les universités. Rentrent dans ces formations un certain nombre de membres de la grande bourgeoisie, mais aussi des gens plus modestes, brillants, travailleurs, qui vont participer à l'essor de cette bourgeoisie, à savoir surtout les ingénieurs. Des grandes écoles, des instituts supérieurs de chimie, d'électricité, dans le domaine de l'exploitation des mines également sont créés ou développés, parce que dans le domaine des mines, par exemple, ou de la construction de ponts et chaussées, ces écoles existaient déjà depuis le XVIIIe siècle, en France du moins, et un certain nombre de ces jeunes ingénieurs vont travailler au sein d'entreprises dont le capital ne leur appartient pas, mais vont être associés donc à la bourgeoisie industrielle et dans certains cas vont même y entrer, dans la mesure où certains patrons voient d'un bon œil, préfèrent donc avoir comme successeur, comme gendre, un homme compétent qui permettra de faire fructifier le capital de leur entreprise, plutôt que de confier celle-ci à des enfants ou à des neveux qui ne disposent pas des mêmes talents. Passons maintenant
à l'accroissement de ce capital. Je viens d'exposer donc les bases, d'une part l'héritage et d'autre part la création d'une plus-value par la formation. Maintenant, réfléchissons un petit peu aux moyens d'accroissement de ce capital. Ces moyens sont de trois ordres. Il y a tout d'abord l'utilisation des capitaux dans le cadre d'investissements dans des secteurs nouveaux. Il y a ensuite l'exploitation d'une main-d'œuvre abondante et à bon marché. Et il y a enfin l'utilisation de nouvelles techniques. Je vais développer ces trois points. Je commence tout d'abord par l'utilisation de capitaux dans des secteurs nouveaux. Je fais référence ici à des secteurs qui connaissent une croissance fulgurante au XIXe siècle et surtout dans la deuxième moitié de celui-ci, à savoir le domaine de la métallurgie, le secteur des chemins de fer, la chimie, l'industrie gazière, l'industrie pétrolifère aussi, à partir surtout de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui connaissent donc un développement sans pareil à la suite de l'invention de l'automobile. Et ils vont également, donc, ces patrons d'industrie se lancer dans la construction de voitures. Deuxième secteur, deuxième point, l'exploitation ouvrière. Parce que dans ces industries, à une époque où n'existe pas la robotisation, mais où existent quand même des machines, on est à l'ère du machinisme, on est à l'heure où la mécanique a beaucoup d'importance, il est néanmoins nécessaire d'avoir une main-d'œuvre abondante pour pouvoir actionner toutes ces machines et en tirer des produits qui pourront être commercialisés sur le marché et donc vendus à l'intérieur ou à l'extérieur du pays où ces entrepreneurs travaillent. L'exploitation de la classe ouvrière est bien connue, faut-il le rappeler, et une part importante du travail de l'ouvrier est confisquée, ce que l'on appelle le surtravail, c'est-à-dire tous ces moments, tout ce temps qui est consacré par les ouvriers, non pas à assurer ses revenus minimums, mais essentiellement pour que le patron puisse en tirer une plus-value qui va lui permettre d'en faire des usages divers, de nouveaux investissements, mais aussi, bien sûr, de pouvoir en profiter luxueusement. Je vous avais dit qu'il y avait trois points, donc tout d'abord, investissement dans des secteurs nouveaux, deuxième point, utilisation d'une main-d'œuvre qui est exploitée, et enfin, l'utilisation de nouvelles techniques. En effet, le XIXe siècle est l'époque où le monde, l'Europe en particulier, l'Amérique du Nord aussi, vont se techniciser. La technique est un moyen de produire plus, de produire mieux, et donc de vendre plus, donc d'en tirer un profit supérieur. Ces nouvelles techniques, on les trouve dans le domaine de la technologie et dans le domaine de l'organisation de l'entreprise elle-même. Dans le domaine de la technologie, par exemple, il y a l'invention de nouvelles techniques, je pense en particulier à l'acier dit acier-croupe,
Dans le domaine de la production, pour l'augmenter, il y a l'application, la mise en œuvre du taylorisme qui est appliqué dans les usines de Henry Ford, donc il en est ici au début du XXe siècle, donc dans le secteur automobile, mais également l'invention, parce que vous savez que le génie de l'homme est inépuisable et très créatif dès lors qu'il s'agit de créer des richesses nouvelles, c'est la concentration du capital, c'est le monopole de l'exploitation et de la distribution des biens. En l'occurrence, ici, Rockefeller va profiter, mettre au point et profiter du système des trusts, du trust, le sien en l'occurrence, qui va lui permettre de contrôler ainsi, dans certains États des États-Unis, la production de pétrole, sa transformation, sa distribution. Autrement dit, les prix seront fixés par un seul industriel. Donc là, c'est le capitalisme poussé à son extrême, et l'on ressort complètement alors de la théorie libérale selon laquelle c'est une main invisible qui dirige le marché et que les prix sont le résultat d'un équilibre entre l'offre et la demande dans le cadre d'une saine concurrence et dans le cadre de la libre entreprise. Des lois vont être prises aux États-Unis contre les trusts, mais d'autres moyens vont être utilisés dans le cadre de la concentration du capital et de la mainmise sur le marché. D'ailleurs, aujourd'hui, nous en avons de multiples exemples qu'il n'est pas nécessaire de reprendre, puisque tout le monde les a en tête. Donc vous voyez que le XIXe siècle est une période tout à fait charnière entre, d'une part, l'ancien régime, dominé par les activités rurales, en tout cas en nombre de gens qui travaillent dans ce secteur, et d'autre part, notre époque qui n'est que la continuation, en fait, de ce XIXe siècle, de la bourgeoisie triomphante. Passons maintenant, après avoir passé en revue les moyens économiques dont la bourgeoisie, ou que la bourgeoisie utilise pour monter socialement et pour s'enrichir, nous passons maintenant aux moyens politiques avant d'aborder les relations sociales. Les moyens politiques, donc. Il y a deux moyens dans le cadre de régimes politiques qui ne sont plus basés comme auparavant sur un régime monarchique, dans le cas de monarchie absolue, régimes donc qui vont, après la Révolution française, évoluer lentement et pas dans tous les pays d'Europe au même rythme. Ici, je suis en train de parler de l'Europe occidentale, ce qui explique le cadre géographique que j'ai volontairement choisi pour étudier ce groupe, cette classe sociale, la bourgeoisie. Donc, à partir du moment où se mettent en place progressivement des démocraties, des systèmes parlementaires, basés d'abord sur le suffrage censitaire, où il n'y a qu'un groupe restreint d'individus, les plus riches, qui peuvent participer à l'élection et donc à la gestion du pays, et puis plus tard, lorsque l'on passe au suffrage universel, il va falloir donc pour cette classe sociale dominante trouver des moyens pour influencer la classe politique qui siège
dans les parlements. Alors quels sont ces moyens? Il y a tout d'abord l'action directe, il y a ensuite l'action indirecte. L'action directe, c'est pour un nombre conséquent de ces bourgeois d'être élus et de siéger directement dans le système représentatif, donc dans les parlements. C'est le cas au Royaume-Uni, en particulier, où à la fin du XIXe siècle, plus de 50%, donc plus de la moitié des députés sont, d'ailleurs qu'ils appartiennent au parti conservateur, ou plus tard, parce que ça, là, on est au XXe siècle, au début du XXe siècle, au parti travailliste, appartiennent à la classe dirigeante. Vous entendez bien, 56%, sauf erreur de ma part, donc la majorité absolue des parlementaires à la Chambre des communes, aux Commons, appartient donc à la bourgeoisie. Donc, autrement dit, par ce moyen-là, la bourgeoisie peut faire voter des lois qui lui soient favorables dans le domaine du libre-échange, dans le domaine de la protection de la propriété privée et dans ses relations par rapport à la classe ouvrière. C'est le cas également en Allemagne, c'est le cas également en France, que l'on pense par exemple à l'élection dans leur circonscription de Krupp, des Krupp ou de Schneider en France. Et à côté de ça, il y a l'action indirecte, c'est-à-dire la voie du lobbying. Qu'est-ce que c'est que le lobbying? C'est avoir des relations privilégiées avec des députés pour cette bourgeoisie, soit en faisant pression sur les députés, en finançant les partis, ou dans ces rencontres de gens de bonne compagnie, lors de dîners, lors de réceptions, où on essaie de les influencer, et où, dans ces réunions diverses, des liens étroits s'établissent entre la classe dominante sur le plan économique et d'autre part la classe ou le groupe dominant sur le plan politique, les deux étant donc parfois ou au moins en partie superposés. En France, prenons le cas du comité des forges, c'est-à-dire de cette de cette fédération des métallurgistes français, des grands métallurgistes français, qui est associée à toute une série de lois. En Allemagne, c'est très clair également, lorsque le comité des grands industriels et du commerce participe à l'élaboration des lois avec les députés. Aux États-Unis, même si le cadre que je me suis fixé spatialement est celui de l'Europe occidentale, mais rien n'interdit quand même de faire un saut dans ce pays qui connaît un développement capitaliste sauvage, de pouvoir donc faire le lien. Aux États-Unis, les groupes des grands industriels, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, pensez aux décisions qui sont prises par le Parti républicain qui a à sa tête Donald Trump, donc de nombreuses décisions qui sont prises par les membres de la Chambre des représentants le sont sous l'influence, en accord avec donc de grands industriels, de ceux qui travaillent dans le grand commerce et qui en profitent. Ce fut le cas aux États-Unis au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et par la suite, mais alors là je sors du champ chronologique que je m'étais fixé, et des décisions sont prises en particulier, mais pas seulement, dans le cadre de la politique étrangère des États-Unis, c'est-à-dire de sa politique impérialiste. Nous passons maintenant au troisième secteur, au troisième type de moyens qui sont
utilisés par cette grande bourgeoisie, par cette bourgeoisie industrielle, pour atteindre ses fins, c'est-à-dire en enrichissement, et d'autre part pour atteindre ses objectifs sociaux, qui sont ceux de pouvoir atteindre, je dirais, le statut social ou s'en rapprocher de la noblesse et d'avoir une respectabilité qui justifie ses actions financières. Quelles sont donc les relations sociales qui se nouent dans le cadre de la stratégie des grandes familles industrielles? Il y a deux points que j'aborderai ici. D'une part, les réseaux, et d'autre part, ensuite, le paraître via l'importance de l'image et des actions menées par les bourgeois pour se donner une responsabilité et surtout pour se donner bonne conscience par rapport à l'exploitation réelle du prolétariat. Je commence donc par les réseaux. Ces réseaux commencent par des alliances matrimoniales. Alors ces alliances matrimoniales sont de deux types. Principalement, les patrons, ceux qui sont détenteurs, propriétaires du capital de leur société, et leur peut être mis au pluriel, eh bien ces patrons cherchent qu'au minimum ces enfants, ou leurs enfants, si je parle des patrons, soient mariés avec des garçons et des filles du même milieu, leur permettant de renforcer ainsi la fortune de la famille et leur position sociale, et on essaye aussi qu'il y ait des alliances matrimoniales qui se concluent avec des membres de la noblesse. Et dans ce type de deal, il faut que chacun y trouve sa part, parce que si beaucoup de bourgeois sont attachés à leurs valeurs, à leur idéologie, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, il n'en demeure pas moins que s'allier à la noblesse vous permet d'en imposer face à vos pairs, à vos semblables. Et la noblesse elle-même, si elle est en train de s'appauvrir, pour certaines familles d'entre elles, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps, eh bien, est bien heureuse de pouvoir redorer son blason. Alors, nous allons passer maintenant au paraître, qui était le deuxième point que j'évoquais. Tout d'abord, la localisation des habitations. Les bourgeois cherchent à habiter, à acquérir des logements, des hôtels particuliers, dans des quartiers qui sont ceux où résident leurs semblables. Donc, autrement dit, on ne va pas se mêler à la populace. Il existe par ailleurs des quartiers populaires, et l'on va donc habiter dans des quartiers de nantis, des quartiers de riches. Alors ça permet d'une part de montrer avec ostentation quel est le niveau de sa fortune, mais cela permet aussi d'établir de manière fréquente des rencontres avec ceux de sa classe sociale. Puisqu'on habite dans le même quartier, on va pouvoir participer à des réceptions communes et donc
qui vont permettre de nouer, de conclure des affaires, le cas échéant de fiancer des enfants. Il y a aussi dans ces quartiers-là des clubs qui s'installent. On pense en particulier au club anglais, excusez-moi, j'ai fait un beau lapsus, j'ai dit les peuples, au club anglais qui ne regroupe bien entendu à cette époque que des hommes. Il y a aussi la rencontre de gens qui appartiennent à vos groupes sociaux dans le cadre de loisirs qui sont à la fois culturels et sociaux, c'est-à-dire lorsque l'on va à l'opéra, lorsque l'on va au concert ou lorsque l'on va au théâtre. Dans tous ces lieux, il existe des loges, des places chères qui permettent de mesurer le degré de fortune de chacun et donc la place sociale que chacun, à laquelle chacun veut prétendre. Maintenant, je vous avais dit que j'allais aborder le problème de l'image et de l'action sur le plan social et culturel. Je commence tout d'abord par ces actions qui sont menées vis-à-vis des classes que l'on exploite et qui visent à se donner une bonne conscience, à avoir un certain niveau de respectabilité, et où l'on va donner avec ostentation. C'est la charité qui est souvent pratiquée par les femmes elles-mêmes d'ailleurs, les femmes donc de bourgeois. Mais il y a aussi, et là le système est beaucoup plus insidieux, c'est celui du paternalisme. Alors qu'est-ce que c'est que le paternalisme? C'est en fait une attitude qui concerne donc les classes supérieures vis-à-vis des classes dominées. C'est une attitude qui consiste donc à transformer la relation de maître à dominé en une relation de père à fils ou fille. Autrement dit, à prendre pour modèle l'organisation familiale avec pour objectif d'apaiser les tensions sociales, ce qui ne marche pas toujours, car dans les grandes usines, cela n'empêche pas des revendications, par exemple comme Crusoe, ou dans les usines de Pullman à Chicago aux États-Unis. Ce système de paternalisme est appliqué, par exemple, pour ne prendre que les plus grands, chez les Schneider au Creusot, chez les Krupp à Essen, en Allemagne de l'Ouest, enfin vraiment en Allemagne rhénane, et enfin, quel est l'objectif de tout cela? Je vous l'ai dit, apaiser les tensions sociales. Des soins médicaux sont fournis. À côté de ça, les ouvriers ont la possibilité, mais même l'obligation, de bénéficier de logements fournis par le patron, donc le propriétaire des moyens de production. La coopérative où l'on va s'approvisionner, s'alimenter, chercher des aliments ou chercher du charbon pour se chauffer,
ces coopératives sont alimentées, sont approvisionnées par les patrons. Autrement dit, les ouvriers se trouvent dans un système de dépendance et cette sécurité n'a rien d'une sécurité sociale, même si de l'extérieur, on va pouvoir dire qu'il s'agit de bons patrons. La sécurité sociale, je vous le rappelle, date de 1944 en France. En Belgique aussi d'ailleurs, sous sa forme complète. Maintenant, à côté de ces actions dites sociales, entre guillemets, il y a aussi des actions culturelles qui sont menées par cette grande bourgeoisie. Quelles sont-elles? C'est la création de fondations dans le domaine de la culture, de l'art, de la recherche, et il y en a de nombreuses aux États-Unis aujourd'hui. Parmi celles-ci, sans doute la plus célèbre est la fondation Rockefeller, mais il y en a bien d'autres qui portent des noms illustres, qui sont donc alimentés par des fonds issus de l'exploitation de la classe ouvrière. Aujourd'hui encore, des grands patrons comme Bill Gates créent des fondations pour la lutte contre certaines maladies. La bourgeoisie entreprend de créer des écoles, de nouveau avec cette stratégie paternaliste qui consiste à rendre dépendants ceux et celles pour qui les écoles sont construites. Il finance également des bibliothèques publiques. Pour vous donner quelques exemples, on aura bien compris quels sont les objectifs qui sont donc menés. Il s'agit de se donner un visage de respectabilité, alors que derrière se cachent, bien sûr, des entreprises qui sont beaucoup moins glorieuses sur le plan social. Passons à l'idéologie maintenant. On y était d'ailleurs. On y était. Il y a 4 mots-clés, me semble-t-il, que l'on peut retenir, 4 concepts, 4 valeurs cardinales de cette bourgeoisie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. À commencer par la croyance au progrès technique, entendons-nous bien. L'idée de progrès social est mise sur le côté, mais il s'agit essentiellement, sauf pour quelques philanthropes, des intellectuels, bien sûr, mais pour ceux qui sont des grands patrons, on croit au progrès technique, au progrès infini de cette technique. Il y a ensuite une autre valeur cardinale et qui, je n'allais pas dire fait contrepoids à la première, mais en tout cas permet au système social d'exploitation d'être pérennisé, c'est la croyance en l'utilité de la religion. Bien entendu, il y a de grands motifs moraux derrière tout cela, mais il y a l'idée qu'effectivement, les églises, donc que l'on soit dans les pays catholiques ou dans les pays protestants, eh bien que ces églises peuvent avoir un rôle d'encadrement, parce que n'oublions pas qu'à une époque où les médias ne sont bien entendu pas ceux qui vont être inventés dans le courant du XIXe siècle, je pense au cinéma, donc à la fin du XIXe siècle, le cinéma, en 1895, plus tard la radio, la télévision, enfin Internet, et bien à cette époque-là, le médium, si je veux être rigoriste quant à l'usage du vocabulaire, disons le média
le plus efficace, ce sont encore les prêtres et les pasteurs, dont les prêches, les sermons sont écoutés par les masses populaires et les aliènent sur le plan social par rapport aux objectifs d'émancipation qui pourraient ou devraient être les leurs. À côté du progrès, de la croyance au progrès, de la croyance, des croyances religieuses, il y a deux valeurs qui sont mises en évidence et qui sont liées, je dirais, à l'idéologie qui se met en place au XVIIIe siècle. C'est celle de l'individualisme. De plus en plus, l'être humain, en tout cas dans ces classes-là, a conscience qu'il est, je veux dire qu'il est au sens existentialiste, par sa condition, il est, donc du verbe être tout court, hein, je dis ici le concept philosophique, qu'il est ou qu'il peut être indépendamment de ses semblables et qu'il peut réussir grâce à son effort personnel. Dès lors, intervient ici, on peut mettre en évidence la dernière de ces valeurs idéologiques, c'est le travail. Le travail qui, dans l'idéologie bourgeoise, permet à l'individu, à n'importe quel individu, de pouvoir réussir dans la vie. Entendons-nous bien, réussir, c'est-à-dire réussir sur le plan économique. Il ne s'agit pas ici de réussite, de réussir sa vie sur le plan moral, sur le plan humain. Il s'agit ici de réussir sa vie en gagnant des espèces sonnantes et trébuchantes et en ayant une place au soleil dans ce monde éclairé par un soleil très obscur au XIXe siècle. C'est le mythe du self-made man qui va se développer aux États-Unis et qui reste toujours à la base de l'idéologie capitaliste aux États-Unis et de l'American Way of Life, c'est-à-dire que chaque individu doit se prendre en charge lui-même, c'est la théorie libérale, et que si on réussit, c'est parce que l'on s'est donné les moyens de réussir, et si l'on rate sa vie, toujours en termes économiques et sociaux tels que définis il y a quelques minutes, c'est parce que, en fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Évidemment, cette vision apparaît très simpliste, et on comprend bien qu'en fait, elle cache cette idéologie, donc, en fait, des objectifs qui sont socialement marqués, c'est-à-dire marqués par la classe dirigeante. Car il y a eu quelques self-made men, mais qui étaient des brigands. Hein. Il y en a eu. Parce que quand on pense à Carnegie, quand on pense à Rockefeller, c'était des hommes d'une grande volonté, effectivement, qui sont partis de rien, ou à peu près, mais dans la grande majorité des cas, ces grands industriels au XIXe siècle, ce sont des héritiers qui ont fait croître de génération en génération une fortune familiale, et effectivement, ils ont eu le génie, je dirais, de la finance, des alliances matrimoniales, des relations qu'il fallait établir, soit dans son milieu, soit sur le plan politique, mais entendons-nous bien, il ne faut pas croire au Père Noël. Quelqu'un qui vient de la rue ne peut pas arriver comme cela au plus haut poste, à la plus belle place dans la société. Tout cela participe donc d'une mythologie bourgeoise
mise en place à cette époque-là. L'idée de méritocratie, pour autant, on ne doit pas supposer qu'elle est liée, qu'elle est née avec la révolution industrielle. Elle était déjà dans les esprits, d'ailleurs, d'une partie de la classe nobiliaire au XVIIIe siècle, remplaçant ainsi l'idéologie aristocratique, où là, on ne devenait pas quelqu'un, on était quelqu'un dès sa naissance. Je passe maintenant aux aspects de la vie privée de ces grandes familles bourgeoises. Deux principes. Organisation hiérarchique de ces familles, que l'on retrouve bien sûr dans la société, et d'autre part, et je dirais même que c'est lié essentiellement au sens strict, distribution des rôles. Ceci se fait à la fois sur base de discrimination genrée et de discrimination sociale. La société du XIXe siècle est une société fortement hiérarchisée, où les inégalités sociales vont aller en se creusant. Le processus est toujours en cours et de plus en plus aujourd'hui, même s'il y a eu une période de réduction de l'écart entre la fortune des riches et celle des plus, des plus petits dans notre société. Là, je dirais, on est parti dans un cycle depuis déjà maintenant plus d'une vingtaine d'années, dans un cycle où les différences s'accroissent et où il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches alors que d'autres deviennent de plus en plus pauvres. Donc on est dans une période de triomphe du capitalisme. Je suis historien, je ne suis pas économiste et sociologue, donc je dirais c'est une évidence pour un historien, c'est que rien n'est jamais stable, qu'il y a des équilibres précaires et que la situation actuelle n'est pas destinée à se pérenniser éternellement. Des rapports de force existent et à un moment donné, et ici ce n'est pas faire de la prédiction facile, on peut supposer qu'il y aura, malgré tous les moyens de répression qui sont mis en œuvre par les États bourgeois, capitalistes, on peut supposer qu'à un moment donné, les émeutes que nous connaissons maintenant se transformeront en révolution. Donc, je reviens à ce que je disais, distribution des rôles au sein même de la maison bourgeoise entre l'homme et la femme, tout d'abord, et quand je dis l'homme, entendons bien, il s'agit du père. Le père qui est un patron dans sa propre maison. C'est lui qui décide du destin de ses propres enfants, en particulier dans le cadre des alliances matrimoniales, de leurs études, bien sûr. Il s'agit presque d'un pater familias, sauf qu'ici, le père de famille n'a pas le droit de vie et de mort sur ses enfants, mais enfin, il est tout-puissant. En face de cela, la femme et les femmes ont la part réduite. La femme est soumise à son mari, elle est là pour veiller à son bien-être, elle est là aussi pour organiser des réceptions, veiller à élargir le réseau des alliances sociales. La mère de famille, la matrone, et là je crois que le terme que j'emprunte bien entendu à la Rome républicaine est adéquat. Patronne est l'équivalent, le pendant de patron.
la mère de famille est celle qui est la chef de la maisonnée, sur le plan des affaires domestiques, entendons-nous bien. Pas des affaires professionnelles, même si au début du XIXe siècle, les femmes, quand elles étaient des héritières, avaient un rôle qui n'était pas négligeable dans la gestion des fortunes, alors que dans la deuxième moitié, les femmes ont un rôle beaucoup plus réduit, voire nul. Elles sont complètement soumises à leur mari. Les femmes, donc, ces matrones, dirigent le personnel domestique d'une main de fer. Donc on a donc une double discrimination, une discrimination en termes de genre et une discrimination en termes de classe sociale, puisqu'il y a des domestiques. On ne se rend pas compte à quel point, sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, le personnel de maison était important, voire très important. On est dans une situation, une société qui est tout à fait différente. Sous l'Ancien Régime, si vous vous promeniez dans la rue, vous y auriez trouvé de nombreuses personnes qui étaient liées à l'état ecclésiastique, donc des bonnes sœurs, des prêtres. Vous y auriez trouvé des domestiques qui étaient en très grand nombre, puisqu'ils étaient tout à fait sous-payés, et alors eux dépendaient très clairement d'un système paternaliste, puisqu'ils logeaient dans la maison, aux plus hauts étages bien entendu, et ils étaient nourris, donc une grande partie de leur gage consistait en gage en nature, et ils étaient donc complètement dépendants, parce que s'ils étaient chassés, si on mettait fin à leurs activités, ils se retrouvaient à la rue et tombaient dans la pauvreté. Alors là, la pauvreté absolue. Et alors, vous aviez aussi sous l'Ancien Régime, et encore au XIXe siècle, beaucoup de mendiants dans les rues. Donc, on est donc dans une société qui est très très différente de la nôtre. Donc, je vous ai dit, sous l'Ancien Régime, importance dans la population des religieux, qu'on n'imagine pas, des domestiques et des mendiants. À l'époque qui nous intéresse, les religieux sont moins nombreux, mais ils sont toujours présents. Les mendiants sont très présents, mais il y a beaucoup d'ouvriers dont le niveau de vie n'est pas très éloigné des très pauvres, et il y a toujours beaucoup de domestiques, donc c'est-à-dire des gens qui travaillent donc dans les maisons comme serviteurs. Nous arrivons tout doucement et enfin à la conclusion. Donc vous avez bien retenu, le père est un véritable chef, un patron dans sa famille. La mère, elle a une fonction de direction du personnel. Bien entendu, j'ai oublié sa fonction de reproduction, qui est évidemment sa fonction première et majeure, et elle joue un rôle évidemment d'éducation, surtout des filles, pour qu'elles puissent être mariées un jour. Conclusion donc. Ma conclusion va s'articuler autour de 3 axes. Elle sera brève puisqu'il s'agit d'une conclusion. Premier axe, les objectifs. Deuxième axe, les moyens. Et troisième axe, la légitimation. On a vu que les objectifs de la bourgeoisie sont des objectifs économiques et qu'elle doit disposer de fortune initiale, ce que j'ai appelé comme Marx l'accumulation primitive du capital, pour pouvoir se développer, et que donc le modèle du self-made man, c'est un mythe. Les moyens, je vous ai expliqué qu'il y a
techniques nouvelles qui apparaissent, qu'il y a des investissements dans des secteurs nouveaux, qu'il y a l'exploitation de la classe ouvrière, tout cela contribuant justement à accroître les fortunes. Je vous ai parlé également dans ces moyens des alliances diverses avec, sur le plan matrimonial, des alliances politiques également, par des voies qui ne sont pas toujours très honnêtes. Je parle du financement des partis. Je pense également au rôle du lobbying. Je vous ai expliqué également qu'il s'agit d'être reconnu, et l'on passe ici des moyens à la légitimation, pour être perçu comme respectable à la fois par ses pairs, mais aussi par les gens que l'on domine. Dans l'industrie, donc, être reconnu comme étant de bons patrons par la classe ouvrière. Je n'y reviens pas. L'objectif, donc, de tout ceci s'inscrit dans une stratégie globale qui vise à créer et à renforcer une conscience de classe. Donc je crois que ce sera le mot-clé de ma conclusion, parce que la bourgeoisie se définit sur le plan idéologique d'abord par une conscience de classe, même si les fondements de cette classe sociale sont idéologiques, sont économiques, excusez-moi, matériels, bien entendu. Donc le renforcement d'une conscience de classe qui est nécessaire pour tous ceux qui sont membres de cette classe sociale, de la bourgeoisie, conscience sociale nécessaire pour protéger des intérêts communs face à une classe antagoniste, dangereuse. Je renvoie au titre du livre de Louis Chevalier, classe laborieuse, classe dangereuse. Et on voit l'importance que ce sujet revêtait pour comprendre un certain nombre d'éléments de notre propre société au début du XXIe siècle. Je dirais même que tout est en germe, et plus qu'en germe d'ailleurs, aujourd'hui, notre société est issue immédiatement de cette société bourgeoise, industrielle, capitaliste du XIXe siècle. Je vous montre, comme d'habitude, un certain nombre de livres, d'abord des ouvrages généraux, et je vais alors progressivement m'orienter vers des ouvrages plus particuliers, et enfin vers quelques romans qui sont illustratifs, exemplatifs de mon propos. De Eric Hobsbawm, historien marxiste britannique, décédé maintenant, je vous renvoie principalement à son tome 2 de son histoire du XIXe siècle, l'ère du capital, 1848-1875, dans la collection plurielle chez Hachette. Charles Maurrazé, Les bourgeois conquérants, chez Armand Collin, dans la collection qui était d'abord dirigée par Lucien Febvre et ensuite par Fernand Braudel. 2 volumes de la collection d'histoire générale Peuple et civilisation. Le premier volume s'intitule Démocratie, réaction, capitalisme, 1848-1860, aux presses universitaires de France. Et un autre volume, là il s'agissait du volume 16, ici il s'agit du volume 18, qui a pour auteur Maurice Beaumont, L'essor industriel et l'impérialisme colonial, 1878-1904. Comme je ne dispose pas de la jaquette, je vous montre la première page de l'ouvrage lui-même, la page de titre.
Nous passons maintenant à 3 livres sur la révolution industrielle. Tout d'abord celui qui est le plus accessible peut-être à mes étudiants, La révolution industrielle 1780-1880, un siècle donc, de Jean-Pierre Rioux, dans la collection Point au Seuil. De Henderson, La révolution industrielle dans l'histoire illustrée de l'Europe chez Flammarion. Et enfin, de David Lance, L'Europe technicienne, révolution technique et libre essor industriel en Europe occidentale de 1750 à nos jours. Il s'agit d'une traduction de l'anglais. Le titre original en anglais était Prometheus Unbound, c'est-à-dire Prométhée déchaîné. Bien sûr, il s'agit de mes lectures de jeunesse, mais enfin, vous avez pu remarquer à quelques moments qu'elle m'a inspiré. Je vous renvoie au livre 1 du Capital de Karl Marx, ici dans l'édition Garnier-Flammarion, qui n'est pas cher du tout. Et puis c'est un ouvrage qui, me semble-t-il, doit être lu pour au moins certains de ses chapitres, parce qu'il a des chapitres assez techniques et assez austère, et je comprendrai parfaitement qu'on ne lise pas, mais enfin il y a des chapitres tout à fait lisibles, sans jargon, qui font partie, me semble-t-il, de la culture de ce que l'on appelait jadis l'honnête homme. De Joyce Appleby plutôt, Capitalisme, histoire d'une révolution permanente, chez Piranha. Il s'agit d'un gros ouvrage qui fait plus de 500 pages. De Félix Pontet, dans l'évolution de l'humanité chez Albin Michel, les classes bourgeoises et l'avènement de la démocratie. Alors, un ouvrage fondamental, je dirais que c'est sans doute le plus important pour le propos que j'ai développé ici, d'Adeline Domard, Les bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815, donc jusqu'à la fin du XXe siècle. Cet ouvrage est apparu dans la collection historique chez Aubier. Adeline Domard est la grande spécialiste de la bourgeoisie. Elle avait d'ailleurs fait une thèse de doctorat qui a été résumée et publiée sous une forme abrégée dans la collection Sciences de l'histoire chez Flammarion. Cette thèse de doctorat portait sur les bourgeois de Paris au XIXe siècle, mais le titre n'est pas, comment dirais-je, suffisamment précis, puisque il faudrait préciser, dans la première moitié du XIXe siècle, l'ouvrage avait été soutenu comme thèse, effectivement, sous le titre « La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848 », ce qui n'apparaît pas sur la page de couverture. Alors, un ouvrage conçu, pensé et rédigé par une équipe de 3 personnes de l'Université libre de Bruxelles, publié chez Debouc, le dictionnaire des patrons en Belgique, sous la direction ou plutôt écrit par Ginette Kurgan van Entenreyck, qui était mon professeur d'ailleurs d'histoire contemporaine, Serge Aumain, qui est un peu plus jeune que moi, et Valérie Montens, également plus jeune que moi. Alors c'est un ouvrage vraiment fondamental, parce que dans ce dictionnaire, on trouve en fait des biographies approfondies des patrons de Belgique du 19e et du 20e siècle. On voit quel a été leur parcours, d'où ils viennent, comment ils ont géré leur entreprise, quelles étaient leurs relations. Un ouvrage vraiment essentiel pour le propos que j'ai tenu aujourd'hui. Alors,
J'ai parlé principalement, à part les États-Unis, de 3 pays. J'ai parlé d'une part de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Alors, il y a au moins 2 romans de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola qui traitent de cette bourgeoisie. Je dis au moins, bien entendu. Tout d'abord, le premier volume de la série, La fortune des Rougon. Ensuite, le second, que je vais vous montrer, La curée. Et aussi le volume 18 sur l'argent. Voilà. Bon, comme vous savez, Zola, ça se lit facilement. On est complètement pris par l'épopée de cette famille, qui est en fait, comme l'indique le sous-titre, une histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Alors, pour l'Allemagne, un chef-d'œuvre, les Buddenbrock de Thomas Mann. Thomas Mann, dont la photographie se trouve sur ma gauche, donc à droite pour vous. Je vais vous montrer. Vous savez, la montagne magique est un autre aspect de cette bourgeoisie, mais d'une bourgeoisie décadente, hein, puisqu'il s'agit d'un sanatorium de gens qui ont de l'argent, puisque ça coûte très cher, à Davos, en Suisse donc. Et enfin, pour l'Angleterre, un autre prix Nobel, puisque Thomas Mann était prix Nobel, un autre prix Nobel, donc John Galsworthy, la dynastie des Forsyth, donc en anglais Forsyth Saga. Le Thomas Mann était publié dans la collection Point au Seuil, et l'édition que j'ai ici, en français, est publiée chez Kalman Levy. Enfin, pour terminer cette courte bibliographie, 3 ouvrages que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs auteurs, ce sont des gens simples, pertinents, qui vont à l'essentiel. Ce sont 2 sociologues marxistes, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Je vous montre 3 de leurs ouvrages. Ça concerne en fait notre époque, hein, depuis fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. Le premier livre, qui est une enquête, les ghettos du Gotha, au cœur de la grande bourgeoisie française. La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Alors, cet ouvrage, le précédent, Point le Seuil. Ici, c'est La Découverte. Et enfin, dans la petite bibliothèque Payot, Paris, 15 promenades sociologiques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je suis en train de vous montrer des livres qui n'ont rien à voir chronologiquement avec le sujet dont je l'ai traité? Mais tout simplement parce que une des manières, je crois, de montrer l'utilité de l'histoire, mais je ne dis pas que c'est la seule, c'est quand même que l'histoire nous permet de faire des liens entre le passé et le présent, non pas pour nous donner des enseignements, le cas échéant pour des luttes militantes, mais en tout cas pour faire bien comprendre que le présent, et je dirais même que c'est une tautologie, c'est une évidence, que le présent est issu du passé. Monsieur de la Palisse ne se serait sans doute pas exprimé autrement. J'ai dit